est arrivé par d'autres voies au musée. Beaucoup d'œuvres étaient des dons d'anciens colons et une autre partie a été amenée pour le musée, mais pas par le musée. En incitant les officiers coloniaux, les colons sur place et les missionnaires à ramener des objets. Au fil du temps, c'est devenu une activité bien organisée. On envoie par exemple des listes de demandes spécifiques. On demande des informations sur le contexte, sur l'origine des objets. Toute la communauté coloniale participe à ce projet de collecte d'objets. Dès 1910, un institut scientifique est adossé au musée. Il a pour tâche de rassembler une masse de données sur l'Afrique centrale. Pendant plus d'un siècle, il a regroupé, identifié et classé ces données pour dresser un tableau encyclopédique de tout ce qui touche au Congo. Un inventaire exhaustif de la faune, de la flore et des objets sans équivalent dans le monde. En fait, le musée est très souvent conçu comme ce qu'on appelle un microcosme, c'est-à-dire un univers en réduction. Et finalement, il va, à partir de quelques objets qui sont ramenés, on va évoquer cet univers. Dans les coulisses du musée, les chercheurs travaillaient à répertorier tous les objets collectés. Chaque échantillon était mesuré, analysé, étiqueté, numéroté et fiché dans des documents. Documents qui eux-mêmes étaient organisés et rangés par catégorie de population. Nommés, classés, hiérarchisés étaient pour les scientifiques une manière de représenter et de dominer le Congo. Les ethnies devenaient le principal critère de classification des objets. En procédant ainsi, les Belges ne faisaient en réalité que projeter sur l'Afrique leur propre obsession identitaire. Quand on reconstruit quelque chose, c'est toujours une représentation. Il est impossible d'amener la réalité du Congo en Belgique. Quels que soient les efforts consacrés, on va toujours construire quelque chose. En Afrique, le masque s'inscrivait dans un monde et possédait sa vie propre. Chaque masque avait sa manière de bouger, de danser, de chanter, qui n'appartenait qu'à lui. Loin d'être la propriété d'une seule ethnie, le masque était parfois prêté ou faisait l'objet d'échanges entre différentes communautés. Le vieux masque était parfois transformé, rafistolé ou abandonné au profit des nouveaux plus attrayants. Que faire raconter à ces objets, dans ces lieux, qui pendant un siècle a justifié la colonisation? Comment l'histoire de ces objets peut éclairer notre regard sur le présent? Au XXIe siècle, allons-nous nous contenter d'objets rassemblés depuis le XIXe siècle ou allons-nous chercher à raconter une histoire? Une histoire qui transcende ces objets ou qui essaie quand même d'intégrer des éléments que ces objets ne montrent pas. Alors que le pays s'apprête à célébrer le 50e anniversaire du Congo belge, les discours sur la colonisation n'ont pas évolué. On médit parfois de l'action des Européens dans les territoires d'outre-mer. Elle a pourtant de fort bons côtés. Introduire l'hygiène dans la vie de groupes humains restés il y a peu
à l'âge de fer ou de bronze. Apporter du confort matériel à l'habitant de la forêt ou de la savane, ce sont là des réalisations à mettre à l'actif de la présence blanche en Afrique. Il y a 50 ans, l'œuvre du roi Léopold II est reprise par la Belgique. L'ordre règne, l'administration et la justice sont organisées. La colonie va pouvoir construire son économie. Al, fléchis, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut faire table rase des traditions inutilisables, repenser l'habitat congolais, chercher, élaborer d'innombrables plans, tenter des expériences. Il faut construire un monde neuf. À table maintenant, avec un couvert et même une nappe. Pour ces filles, c'est une révolution. Le noir copie son élégance vestimentaire sur le blanc. Le Congo traditionnel, primitif et fascinant, s'estompe. En le grignotant, l'industrie moderne lui confère une physionomie nouvelle, plus rude, mais aussi plus familière. Et des centaines de milliers de villageois sont partis vers les centres où les attirent les gros salaires et les plaisirs de la ville. Le rêve du jeune noir se réalise peu à peu. Sa formation s'améliore, ses connaissances augmentent sans cesse, et si on ne lui confie pas encore de vraies machines, celles-ci roulent exactement comme elle. Le 4 janvier 1959, le roi Baudin promet l'indépendance au Congo. Une page se tourne, à la fois pour l'Afrique et pour le musée. Avec l'indépendance, le musée du Congo belge est rebaptisé Musée royal de l'Afrique centrale et se cherche une raison d'être dans un monde qui n'existe plus. L'Afrique tente de se réapproprier son histoire et veut faire de sa culture et de ses arts le fer de lance de son émancipation. À Dakar, ouverture du premier festival mondial des arts nets. Une occasion pour le président Senghor de préciser l'apport du continent noir à la civilisation universelle. Des écrivains, des artistes noirs du monde entier, de Duke Ellington à Marpessa Down et à Catherine Denham, se sont retrouvés dans la capitale sénégalaise pour célébrer la prise de conscience culturelle de l'Afrique. Dans le contexte de la décolonisation, on le voit sur tout le continent africain, la culture et l'identité culturelle jouent un rôle essentiel. Elles jouent un rôle essentiel dans la projection d'une idée d'indépendance et d'identité. L'idée consiste essentiellement à se débarrasser, se libérer de l'ancien colonisateur. Le Zaïre n'est pas en reste. Dans sa volonté de revenir à l'authenticité africaine et de se détacher de la domination occidentale, Mobutu réclame au musée royal la restitution des œuvres d'art. Le 29 mars 1976, le musée remet officiellement au musée de Kinshasa une de ses 3 statues d'or. Le retour de cette pièce ouvre les débuts d'une collaboration entre la Belgique et le Zaïre. Entre 1976 et 1982, le musée royal de l'Afrique centrale fait donation de 160 pièces au musée du Zaïre. Mais la collaboration entre les deux pays ne dure qu'un temps. Le musée de Tervuren a envoyé 176 pièces au Congo et 600 au Rwanda. Au Rwanda, elles sont toujours au musée. Au Congo, la plupart ont été volées quelques années plus tard ou exportées illégalement et se trouvent actuellement chez des marchands ou des amateurs d'art, des personnes privées. Incapable de tenir compte de l'impact de la décolonisation sur l'histoire qu'il raconte, le musée devient une sorte d'objet fossile.
Un palais de la mémoire coloniale figé dans le temps, ressassant les souvenirs d'une époque révolue, où la Belgique